Dans le cadre de cette communication, il s'agirait d'étudier un imaginaire de l'extrême contemporain et spécifique, je dirais même très spécifique, soit une représentation constituante, quoique souvent éclipsée, du mouvement queer, les personnages intersexués dans la fiction québécoise. Donc, si aux États-Unis, la communauté intersexe commence à jouir d'une certaine visibilité, notamment grâce à un rapport sans précédent qui prend position contre les chirurgies inutiles et non consenties pratiquées sur les enfants présentant des organes génitaux ambigus, la question demeure assez méconnue au Québec, ou peu discutée, disons. Du côté académique, la sociologue Jannick Bastien-Charlebois dénonce la façon dont les études féministes commencent à intégrer la question de l'intersexualité. Les personnes intersexuées, traitées comme des objets d'étude, deviennent la preuve d'une construction sociale du genre plutôt que d'être traitées comme des sujets. Donc, la voix militante de la communauté intersexe, au sein de laquelle évolue aussi Jannick Bastien-Charlebois, et la littérature qui met en scène de tels personnages semble agir en vase clos. Les discours existent en parallèle, sans tenir compte l'un de l'autre. Je me propose d'examiner, à l'aide des fictions québécoises qui mettent en scène un personnage intersexué, la part de l'imaginaire dans une lutte très concrète. Donc, dans les fictions, il n'existe aucun personnage qu'on affirme intersexe. Le terme intersexué n'apparaît qu'à quelques reprises. Si les romans abordent directement le sujet, le terme qui est mis de l'avant est plutôt celui d'hermaphrodite, un terme médical daté et surtout erroné, qui est maintenant connoté négativement. Cette absence de représentation pousse Bastien-Charlebois à décrier la rareté des scripts permettant aux personnes intersexuées d'identifier leur propre trajectoire comme correspondant à l'expérience intersexe. Il y a donc une scission du terme intersexué quand on sort du domaine du médical. Les personnes intersexuées désignent l'ensemble des personnes dont le corps de naissance combine des caractéristiques sexuelles dérogeant aux normes médicales délimitant les mâles et les femelles, alors que les personnes intersexes, elles, adoptent un modèle ou une position d'affirmation de soi positive. En d'autres mots, le terme intersexué relève du corps, mais être intersexe relève de l'identité. Si les statistiques démontrent que le nombre de personnes intersexuées rejoint celui des gens dont la couleur des cheveux naturels serait le roux, leur visibilité au sein de la société est loin d'être comparable. Par conséquent, la marginalisation qui est vécue est amplifiée par le stigma médical et social qui entoure les corps des personnages intersexués. Le corps intersexué, puisqu'il est tout le contraire d'un corps facile à saisir et à catégoriser, représente le corps queer par excellence. Donc celui qui, malgré les assauts, résiste à la binarité et à la détermination. Il s'agira donc, à travers l'analyse de 3 romans québécois, donc La Mue de l'hermaphrodite de Caroline Georges, publié en 2001, Une belle famille, publié en 2012 par Annie Cloutier, et La petite fille qui aimait trop les allumettes, publié par Gaëtan Soucy en 1998, de comparer un corps intersexué construit uniquement par un décalage dans le processus de signification chez Soucy, et puis la représentation de la réalité biologique de celui-ci chez Cloutier et Georges. Ce rapprochement me permettra de saisir le poids de l'imaginaire social du corps et surtout son potentiel de résistance aux normes et aux modes de socialisation hétéro-cis-sexistes. Donc, un testicule, un ovaire, un pénis et un vagin. Voici comment débute l'article publié dans le magazine Châtelaine en 2014 qui va lancer le coup d'envoi à une étude menée sur plus d'1 an et qui marque sans doute le sommet de visibilité de la communauté intersexuée au Québec. On comprend rapidement quel regard sera porté sur les participants au reportage. C'est le corps, plus particulièrement son appareil génital, qui est mis de l'avant. Ce n'est que lorsqu'on a mis sur table le diagnostic, qu'on a dévoilé l'anatomie intime de l'individu, qu'on le laisse raconter son histoire. Sa condition d'intersexué, plutôt son diagnostic, devient le cadre à travers duquel on accède au récit de sa vie. Narration à laquelle on ne s'intéresserait pas sans cette annonce d'un dysfonctionnement ou d'une anomalie quelconque. C'est donc dire que le corps est d'abord perçu comme un objet à observer, signe que le rapport à la différence est demeuré presque inchangé depuis l'époque des cabinets des curiosités ou des autres freak shows. Donc le corps devient également le champ de bataille du militantisme intersexe, mais celui-ci n'est pas un statut d'objet, un statut de sujet. Il n'est plus observé, examiné, classifié, il réclame et il revendique. C'est donc au cœur de la tension entre la tradition des autorités médicales et l'autodétermination du bien-être et de l'identité que se joue le rapport au corps intersexué. Accéder à une reconnaissance qui mène à l'obtention de droits humains fondamentaux, celui
entre autres très concrets du respect de l'intégrité physique. Ce genre de combat laisse peu de place, on l'imagine, à la sublimation ou à l'abstraction. Comment alors réfléchir simultanément la matérialité des corps et l'imaginaire? En mettant de l'avant son projet Intersex Stories Not Surgeries, l'activiste américaine Pigeon Pagonis propose la narrativité et la mise en récit comme une forme d'activisme, qui par le fait même permet de porter le débat sur un autre terrain que la corporéité. Cependant, si les témoignages, dont le nombre a drastiquement augmenté dans les dernières années avec la démocratisation des médias sociaux, donnent aux personnes intersexuées le pouvoir de contrôler le discours qui les concerne et ainsi changer l'imaginaire qui les entoure, il convient de se questionner quant à la place qu'occupe la fiction dans ce conglomérat qu'on nomme Stories chez Pagonis. Le moulage du corps, celui qu'on fait subir à bon nombre de jeunes intersexués comme Pagonis. Vous pouvez voir sur l'écran la description d'opérations qu'il a vécues sans consentement, on imagine bien, puisqu'ils sont déroulés à 1 et à 11 ans. Donc, ce genre de moulage-là, en fait, arrive dans le but de normaliser, mais aussi de préparer, sans leur consentement, ces individus-là à un développement et un mode de vie hétéro-cis-sexiste, donc normatif. Et puis, on trouve la même leitmotiv dans la fiction. Par conséquent, il serait faux d'affirmer que les représentations québécoises sont dépourvues de toute critique sociale. Celle-ci se transmet toutefois de façon indirecte, puisque certaines des œuvres déploient un imaginaire qui se rapproche de l'expérimentation ou même de la science-fiction pour Georges. Il semble naturel que la critique se joue sur le même plan et qu'elle soit donc moins compatible avec des enjeux précis et concrets. Le potentiel réflectif touche alors davantage à la norme et à l'acceptation de l'ambiguïté qu'à des enjeux directement liés à la communauté intersexuée. Seule Une belle famille, écrit par Cloutier, joue sur les faits réels, et même s'il propose une critique sociale en filigrane, celle-ci vise davantage la société des apparences et du paraître. À mon sens, la fiction, si elle n'évolue pas sur le même plan que les autres voix intersexuées, soit la voix intersexuée intime du témoignage ou la voix militante, donc des revendications intersexes, elle donne lieu à un autre type de discours grâce à son point de vue omniscient, à son recours à l'imaginaire et surtout à la manipulation du processus d'attribution du sens. Donc la fiction, contrairement au témoignage, permet de multiplier les regards et les perspectives dans le cadre d'un même récit. De fait, nous nous trouvons à la fois du côté de l'autorité, médicale, ecclésiastique, juridique, etc., ou parentale même, et de l'individu divergent dont on tente de limiter le développement. Une belle famille offre justement toute une fresque de regards et de personnages, et bien que l'intersexualité ne soit pas centrale au développement de l'intrigue, la multiplication des perspectives permet un panorama intéressant. Au sein d'une famille bien connue du Québec, une famille qui symbolise donc la réussite économique et personnelle, Ada et Guillaume donnent naissance à Lily Rose, une hermaphrodite selon leurs mots. N'exprimant d'abord que les perceptions des parents suite à la naissance de leur fille, la trame narrative fait ellipse et donne accès à la réaction de la fillette devenue adulte lorsqu'on lui relève ce secret. De fait, la fiction apporte un degré d'abstraction et permet l'idéation par le biais de la diégèse, qui devient un laboratoire dans lequel on isole les conditions et on expérimente sur la composition sociale, à la façon des expériences qu'on menait dans les années 50-60 sur les jumeaux qu'on élevait dans différents milieux. Donc, l'ambiguïté des organes génitaux, qui est au noyau de la définition médicale de l'intersexuation, provoque une onde de choc dans les romans. La relation avec le bébé est marquée par l'ambivalence, tant dans le sentiment des parents, surtout de la mère, à l'égard de l'enfant, que du secret à porter. En effet, impossible de nommer l'enfant et dès lors de le faire sien. Il se crée chez les parents une impression d'échec qu'on rencontre dans une belle famille, et je cite, « On l'a raté, Guillaume. Lily Rose, on l'a raté. Elle est difforme, monstrueuse. » Donc, dans le discours des parents, l'intersexualité est désignée par le couplage hermaphrodite-Chris. Donc, on associe ça à un handicap, on qualifie le diagnostic d'un choc, de troublant, puis on qualifie la petite fille de foquée. C'est de concert que parents et médecins décrètent le genre de l'enfant, mais la décision provoque chez la mère surtout une incertitude grandissante. La naissance de cet enfant lui fait réaliser que quelque chose cloche avec le modèle binaire des sexes-genres.
une conversation sur la différence entre les garçons et les filles éclate au sein des belles-sœurs, et puis Ada est déstabilisée. Elle réalise soudainement la désuétude du modèle binaire des sexes et des genres, ainsi que le poids de l'invisibilisation des individus divergents. Néanmoins, cette réalisation ne pousse pas les deux parents à agir, à contester les rôles genrés. L'ambiguïté sexuelle est donc chose du passé pour les parents. Ils disent que la petite est née intersexuée, mais qu'elle est devenue une petite fille maintenant, parce qu'on lui a retiré, encore, je cite encore, ce qui était de trop, c'est-à-dire le phallus. Établir l'intersexualité comme un état temporaire, une anomalie qu'on peut, selon le discours médical, traiter et par conséquent guérir, c'est donc associer l'intersexuation à une erreur de la nature qui se doit d'être prise en main, ensuite invalidée, la posture intersexe en tant qu'identité valable et valide. Comme le rappelle le théoricien queer Jack Halberstam, we tend to blame each other or ourselves for the failure of social structures we inhabit, rather than critiquing the structures like marriage themselves. Indeed, so committed are we to the cumbersome structure, and so lazy are we about coming up with alternatives to them that we bolster our sense of rightness of heteronormative coupledom. Donc, le développement ambigu est alors perçu comme un échec. À partir de ce moment-là, le père de Lily Rose va s'imaginer avec horreur ce qu'elle aurait pu devenir si il n'était pas parvenu à corriger l'erreur, donc par la chirurgie, soit une adolescente blonde et moustachue. L'existence d'un individu comme Lily Rose devrait remettre en question l'appartenance exclusive à la bande des blondes ou celle des moustachus. Mais ce n'est pas le cas. Le corps intersexué est présenté comme un échec, un monstre qu'on doit à tout prix corriger par une intervention chirurgicale et surtout une socialisation sans équivoque. Bien que la fiction ne présente pas l'intersexualisation comme une identité potentielle, le discours sous-jacent qui émane de tout le roman remet en question la prévalence du succès et exhorte une tolérance envers l'échec. Jack Halberstam l'a amplement théorisé, l'échec dans une perspective queer prend une toute autre signification. Il permet une forme de résistance. De fait, après l'annonce de sa mère, le jour de ses 18 ans, Lily Rose se rend au centre d'achat et réalise pour la première fois qu'elle ne répond plus aux prédicats, et je cite, de l'ordre sexué terriblement stéréotypé de la publicité. C'est donc dans l'incertitude que nous la laissons pour de bon, dans une posture liminaire et symbolique du parcours à venir, soit entre le département des femmes et celui des hommes. Donc, la mue de l'hermaphrodite débute par le procès qui forcera la narratrice, en fait, en être bisexuée et presque surnaturelle, à l'emprisonnement à vie, et puis surtout à la déclaration de son récit de vie aussi. Donc, quand le juge lui demande si elle plaide coupable ou non, la protagoniste répond « Je ne plaide rien ». Nous sommes ici devant un personnage qui d'emblée refuse de se soumettre à un système binaire. Le recours à l'imaginaire permet ici la mise en place d'un discours critique radical, d'un refus de l'autorité qu'on ne pourrait accepter dans un récit qui entretiendrait un quelconque effet de réel. Son appartenance aux littératures dites de l'imaginaire permet au personnage d'entretenir une position qui serait autrement socialement insoutenable. De son propre aveu, la narratrice est un monstre contemporain. Elle se considère comme un Frankenstein moderne et fait part de son impression d'être une bête de cirque. La première rencontre avec celle dont la vie ressemblera plus à un spécimen scientifique qu'à celle d'un enfant humain, met déjà de l'avant la position liminaire du personnage. Ni fille ni garçon, ni humaine ni post-humaine, ni malade ni normale. La naissance de cet être ouvre une brèche. Impossible de l'introduire dans une catégorie quelconque, puisque nommer c'est d'abord reconnaître. Impossible de savoir comment le désigner. Encore une fois, l'intersexuation est un problème et il est nécessaire de l'encadrer afin d'y trouver une solution. Soit celle d'un prénom qui pourrait être masculin ou féminin. Contrairement à Lily Rose, qu'on a afflué de ce prénom doublement féminin, Clarence, donc se voit attribuer d'un prénom neutre. Et c'est ce qu'on dit comme une solution à son état. Donc, de fait, il y a un prolongement d'un espace-temps queer, celui où on préserve l'enfant d'une socialisation hétéronormative. Un moment persistant, une temporalité étrange, qui est à la fois indéfinie et virtuelle, mais également résiliente et indéniable. Cet espace-temps queer permet une progression qui remet en question la logique conventionnelle du développement,
non pas un espace-temps en opposition symétrique à la norme ou à l'autorité auquel il s'oppose, mais plutôt un espace-temps désaxé, qui déstabilise et fragilise les structures traditionnelles. Cet espace-temps apparaît dans le roman sous la forme du moment entre l'accouchement et la naissance sociale. Celui où il est possible d'observer le développement de l'enfant sans qu'il n'y ait d'intervention culturelle ou chirurgicale. L'évolution de Clarence n'est donc tributaire ni d'une socialisation masculine, ni d'une socialisation féminine. Et aucune autorité ne veut forcer de rôle genré sur l'enfant. Il s'agit ni plus ni moins d'une prolongation de la gestation. Sans intervention extérieure, c'est le corps lui-même qui expulsera l'anatomie sexuée. Donc, je cite Clarence qui dit « Je me suis réveillée avec une douleur au scrotum. On a décidé de libérer ma féminité, exit le pénis. À l'époque, je commençais à perdre mes dents de lait. Je me souviens d'avoir fait le lien entre les deux. J'ai pensé que mon pénis était une autre forme de dents de lait, sans plus. » Donc, dans l'imaginaire de Clarence, il y a très peu de lien entre l'anatomie et le sexe. Le phallus n'a ici très peu d'incidence sur l'enfant qui, sans contact avec des pairs et donc sans base de comparaison, la perçoit comme une étape normale, perçoit la perte en fait comme une étape normale du développement. Il faut attendre le début de l'âge adulte et la sortie de l'hôpital pour que Clarence, devenu Hermione, l'hermaphrodite déshermaphrodisée, soit socialisée. Et ce n'est qu'à partir de cette deuxième naissance sociale qu'elle saisit le poids de sa différence, la force avec laquelle les normes et la discipline sont consolidées. Tant le personnage que le roman tentent ici de décadrer, de déformer la lorgnette par laquelle on distingue le typique de l'atypique. De la lecture persiste alors une impression, un brouillage, une incapacité à saisir dans le récit ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. L'ambiguïté désignée en grande partie par le corps traverse ici le papier pour habiter le lecteur ou la lectrice. Elle est contagieuse. L'ambiguïté des organes génitaux, qui, nous le savons, est au cœur de la définition médicale de l'intersexuation, se reflète au-delà du corps dans la fiction. Elle influence tout le langage qui entoure le personnage. C'est cet espace queer entre la naissance biologique et la naissance sociale qui brouille le langage, qui contribue à rendre le corps intersexué complètement insaisissable. Pourtant, cette ambivalence est tout de même considérée comme un état auquel il faut mettre fin, puisqu'il crée un inconfort lié à l'intégration de l'enfant dans la société. Si le corps du personnage principal de Gaëtan Soucy subit un mulage ou un sigelage important, c'est par le langage et la construction sémantique qui l'entoure que ça se produit. La petite fille qui aimait trop les allumettes raconte l'histoire d'un père abusif qui, à la mort, laisse derrière lui ses deux fils, deux adolescents élevés en marge de la société, n'ayant comme univers que les lois et les décrets du père, qu'il considère comme un maître. Complètement décontenancé, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à eux. La chute du roman relève qu'un des enfants, le narrateur, est en fait une fillette que le père a élevée en garçon. C'est donc uniquement par le vocabulaire employé pour décrire le corps de celle-ci qu'une dylogie se perçoit, et elle est par conséquent entièrement construite et sans fondement biologique. Dans ce roman, le rapport au langage est des plus importants. Il est tributaire d'une lecture réussie. Quelque chose se disloque, le sens se dérègle, jusqu'à ouvrir une brèche dans laquelle le queer s'immisce peu à peu. De fait, l'écart entre le corps construit selon le mauvais genre et sa matérialité force sur l'enfant une intersexuation qui, si elle diffère des significations médicales ou politiques, n'entraîne pas moins le personnage sur le terrain de l'ambiguïté sexuelle, ce qui en affecte la lecture sociale. Pour la narratrice, il n'existe que deux sexes, les putes et les saintes vierges. La masculinité, quant à elle, n'a pas besoin d'être exprimée car elle est implicite. La féminité dans cet univers est dangereuse et c'est l'ambiguïté dans laquelle nage le personnage qui semble préférable à un développement féminin binaire. D'une série d'explications et d'un vocabulaire spécifique, on comprend le rapport qui se forme entre le corps de la narratrice et elle-même, en fait, qui vise à fournir une explication quant aux divergences entre son corps, qui est biologiquement féminin, et puis celui de son père ou son frère, qui sont traditionnellement masculins. Donc, selon la structure du mythe d'Electre, le secrétarien, qui, en fait, c'est le nom qu'on lui donne, explique qu'elle a perdu ses couilles, ce qui n'est pas sans ramener à la surface la notion freudienne de la perte du phallus, perte causée par une faute féminine et punie par un saignement menstruel, rappelant la castration subie. Donc, le déplacement de la signification quant au sein de la jeune fille demeure un peu plus obscur. C'est sans doute parce que ceux-ci sont plus visibles, donc plus difficiles à cacher. Le terme sein est remplacé par le signifiant enflure.
et leur présence sur le corps de la narratrice ne remet pas en question sa masculinité. Donc, je cite, quand elle se rend en fait au village et qu'elle rencontre quelqu'un d'autre, et là, tout le processus sémantique est en fait déconstruit puisqu'il ne fonctionne plus, ils ne partagent pas les mêmes codes. Donc, elle rencontre un jeune homme qui la reconnaît comme une femme, et puis là, elle dit « un autre qui me prenait pour une pute », puis je vous rappelle que pute, ça veut dire femme, donc une autre qui me prenait pour une pute, il devait en juger par mes enflures, je suppose. Donc, dans la demeure familiale, sous les décrets du père, le corps de la narratrice devient masculin grâce à tout le processus sémiotique qui l'entoure. De fait, est-ce que ces représentations mènent à un possible renouvellement de l'imaginaire des sexes et des genres, comme le suggère Isabelle Wachler en 2008? Ce qui est certain, c'est qu'elles conduisent certainement à une plus grande acceptation de l'ambiguïté sexuelle comme un modèle valable et à une critique de l'autorité normative qui permet une plus grande liberté dans le positionnement et l'identification des personnages présentés. Il me semble que des récits comme L'ami de l'hermaphrodite ou La petite fille qui aimait trop les allumettes peuvent avoir un grand impact face à la restructuration du modèle binaire des sexes et des genres, en ce qui amène les lecteurs et les lectrices à vivre dans l'ambiguïté, du moins le temps d'un récit. C'est cette expérience, plus que n'importe quelle revendication, plus que n'importe quel plaidoyer pour des droits des personnes intersexuées, qui permet l'idéation de l'ambiguïté comme une expérience queer et qui donne à atteindre un espace inaccessible par la voie militante. Ce faisant, ce type de roman met à mal certaines limites du militantisme, et il m'apparaît qu'une plus grande considération de cette littérature comme une forme de militantisme permettrait de combattre sur plus de fronts à la fois, dont celui de l'imaginaire, évidemment. Puisque les lecteurs-lectrices sont confrontés à l'ambiguïté, non pas par le biais de témoignages auxquels on leur demande d'adhérer, ni même d'injustices desquelles on les exhorte de prendre conscience, mais parce qu'ils sont happés par cet imaginaire social liminaire. Merci.